Cette équipe nationale, c'est la seule au monde entier qui a été créée à cause d'une guerre où les joueurs sont considérés jusqu'à maintenant comme des anciens combattants avec des cartes moudjahid et tout ça. Alors c'est ça l'origine de l'équipe nationale algérienne. Pour comprendre la charge symbolique de ce maillot, faut retourner aux origines. Le 13 avril 1958, la France est sous le choc. Quelques semaines avant la Coupe du Monde, des stars de Ligue 1 s'enfuient vers la Tunisie. Les joueurs abandonnent tout. Gloire, argent et une participation au mondial avec les Bleus pour fonder la première équipe nationale algérienne en pleine guerre d'indépendance. C'était un acte de haute trahison pour la France et un sacrifice énorme pour l'Algérie. C'est une histoire folle d'ailleurs. Fin des années 50, décapotable, lunettes de soleil, Khadija et Mohamed Marouche partent en road trip. Officiellement en lune de miel, ils sont en réalité en mission secrète pour le FLN. L'objectif, c'est d'exfiltrer les joueurs algériens de France. Ils passent par Bordeaux, Rennes, Reims, et à chaque étape, ils recrutent des footballeurs comme on recrute des soldats. Khadija, pourtant surveillée par les renseignements français, récupère des faux passeports et tout le monde fuit vers Tunis via la Suisse et l'Italie. Et le 9 mai 1958, l'hymne algérien retentit pour la première fois dans un stade. Pour eux, le moment le plus fort dans tout ça, c'était le premier match, c'était contre la Tunisie, en Tunisie. Des dizaines de milliers de réfugiés algériens, surtout des frontières de l'Est, dans les gradins. Et ça leur a vraiment fait chaud au cœur. Pour la première fois dans leur vie, ils ont vu le drapeau algérien comme ça flotter avant un match et ils ont entendu leur propre hymne national. Mais jusqu'à maintenant, quand ils me racontent ça, ils ont un peu les larmes aux yeux. En France, c'est la panique. L'équipe nationale est privée de ses cadres juste avant le mondial de 58. Les journaux vont beaucoup parler de l'affaire, en particulier de la défection de la star de Saint-Étienne, Rachid Mekloufi. Sauf que Mekloufi, il a jamais oublié. Il a grandi avec le traumatisme des massacres de Sétif, sa ville natale, quand les autorités françaises avaient réprimé dans le sang les manifestations anticolonialistes du 8 mai 45. C'est aussi pour ça qu'il était prêt à sacrifier sa gloire personnelle pour une équipe de résistants. La FIFA, sous pression française, menace de bannir tous les pays qui affronteront cette équipe. FIFA, à cette époque-là, dans les années 50, c'est un organisme qui est très eurocentrique, qui ne donne même pas une place pour les équipes africaines à la Coupe du Monde, par exemple. Tous les décideurs sont des Européens. L'équipe du FLN jouera quand même 91 matchs, en Chine, au Vietnam et en Europe de l'Est surtout. Chaque but était une victoire diplomatique et une occasion de lever des fonds pour la cause. En 1962, l'Algérie devient indépendante, l'équipe du FLN cédera la place à l'équipe nationale officielle, mais cet ADN de résistance-là, il va perdurer. En 1982, l'Algérie, menée par Rachid Mekloufi en tant qu'entraîneur cette fois, choque le monde en battant l'Allemagne de l'Ouest. Une première pour une équipe africaine. Ils ont agrandi la perception du monde du football. Ils ont dit, il y a des Africains, il y a des Arabes, il y a des Algériens. Non seulement ils savent jouer au football, mais ils peuvent jouer un type de football qui est vraiment attractif. Et c'est pour ça surtout que cette victoire, elle était vraiment, vraiment marquante dans l'histoire de l'équipe nationale algérienne. Le match de la honte. On n'oublie pas ce qui s'est passé en 1982, quand vous vous êtes arrangé avec l'Allemagne. Puis vient le scandale du match de la honte, où l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche s'arrangent pour éliminer l'Algérie. Une injustice qui, paradoxalement, va renforcer la fierté nationale. Ça aurait pu être la première équipe encore africaine, arabe, qui ont avancé au deuxième tour de la Coupe du Monde. Ça aurait été historique. Mais en même temps, je sais pas, il y a un truc aussi dans l'esprit algérien qui dit, regarde, les Européens, ils ont dû tricher pour nous sortir. Et ça aussi, c'est un point de fierté aussi. Cette fierté, elle se ressent aussi sur le terrain. C'est ce qu'on a appelé la grinta algérienne. Non, les Tunisiens, ils aiment dire le grinta, tu vois, l'arne, le mental, la ténacité. Quand l'équipe nationale algérienne va bien, c'est qu'ils ont ces deux éléments-là. Ils ont ce fighting spirit avec du football technique. Alors, si les supporters s'identifient à ça, ils vont, je pense, aimer ce type de football. Riyad Mahrez, Ryan Ait Nouri, Amin Gouiri ou encore Fares Chaibi, l'équipe nationale algérienne compte souvent sur ses talents binationaux formés en Europe pour performer. C'est une réalité sportive pour beaucoup de nations africaines aujourd'hui. Donc la sélection nationale d'Algérie, c'est ce mélange-là. D'un côté, une équipe qui a été bâtie comme une armée et en pleine guerre, et dont les matchs ont souvent représenté un esprit d'indépendance et de rébellion contre l'ordre établi. De l'autre, des jeunes binationaux qui prennent des décisions sportives qui leur sont propres, dans un contexte de tension politique encore intense entre la France et l'Algérie. Alors souvent, sur les réseaux, t'as deux visions qui s'affrontent. Il y a celles et ceux qui prônent l'accueil des joueurs binationaux, qui voient une chance pour le pays. 27 ans ou pas,
Je l'accueille, les bras ouverts avec la sélection algérienne, sans aucun mépris. Ça, c'est terminé, les gars. C'est pas pour rien si la Fédération algérienne de football, comme les autres fédérations africaines d'ailleurs, va courtiser ses talents made in France. Déjà, ça veut dire récupérer des joueurs formés dans certains des meilleurs centres au monde. Une façon de contourner les défaillances de la formation locale. Et d'accéder aussi rapidement à l'élite sportive mondiale. Ces joueurs sont souvent déjà opérationnels et capables d'évoluer à plusieurs postes à un haut niveau. Sans oublier qu'avoir des footballeurs qui jouent dans de grands clubs européens, ça offre aussi une vitrine internationale à l'équipe nationale. De l'autre côté, il y a ceux qui refusent qu'on puisse choisir l'Algérie en second choix, après avoir espéré l'équipe de France. Très tôt dans leur carrière. À 17 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Moi, à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Je pensais même pas de trucs pareils. Et tu vois, et toute une nation va te juger auprès de cette décision. Et puis surtout, le dilemme aujourd'hui, c'est pas le même qu'en 1958. Le football n'est plus autant un moyen de libération qu'à l'époque. C'est des plans de carrière, des stratégies de fédération, d'agents, de sponsors. Ces joueurs doivent gérer des carrières courtes, des enjeux économiques énormes et une identité binationale souvent complexe à définir à 20 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils luttent aussi pour la consécration et la reconnaissance dans le pays qui les a vus naître, la France. Cette équipe qui a cette tradition, qui suit cette ligne, voilà, d'esprit, de philosophie, et le pays où tu es né, où tous tes amis, tu vois, avec qui tu as grandi, vont tous jouer pour l'équipe l'espoir dans l'académie. Et sportivement, on va pas se mentir, sportivement, tu as plus de chances de gagner une Coupe du Monde avec l'équipe nationale de France qu'avec l'équipe nationale algérienne. Après, est-ce que c'est la seule chose qui est importante dans une carrière, c'est de gagner des trophées, ou est-ce que c'est plutôt de marquer des esprits? Ça, c'est notre débat. Entre triomphe potentiel d'un côté et héritage passionnel de l'autre, honnêtement, toi, à leur place, tu ferais quoi ?